commencer. Alors, bonjour et bienvenue au webinaire Docteur Google, la quête de la vérité scientifique. Je m'appelle Laure Van Lerberg et suis conseillère au programme et services à la Fondation québécoise du cancer et je suis accompagnée aujourd'hui du docteur Philippe Sautier et France Vachon qui est notre documentaliste à la ligne Info Cancer. Alors, quelques petites informations avant de commencer. Vous pouvez écrire vos questions dans le clavardage tout au long de la présentation et nous y répondrons à la fin du webinaire. S'il vous plaît, veuillez éteindre vos micros et je tiens à vous préciser que ce webinaire est enregistré et sera diffusé sur nos réseaux sociaux pour celles et ceux qui souhaitent le revoir. Et un court sondage vous sera envoyé afin de recueillir vos commentaires. Et enfin, je tiens à préciser que les échanges ne constituent en aucun cas une consultation médicale. Alors, je vais céder la parole au docteur Philippe Sautier. Bonjour tout le monde, c'est un très grand plaisir ce soir de pouvoir animer ce webinaire. On a essayé à la Fondation de trouver des sujets qui sont un petit peu d'actualité et qui sont surtout pour répondre toujours ce qu'on veut faire aux besoins des patients et ou évidemment de la famille. Et dans ce contexte-là, ce sujet-là nous est revenu régulièrement, soit de la part de nos professionnels à Info Cancer, soit de la part des contacts qu'on peut avoir et de ma pratique d'oncologue, de se rendre compte que l'Internet ou tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle ou de tout ce qui tourne là-dedans est assez complexe. Ce sont des outils qui méritent d'être mieux connus parce que parfois utiles, mais le regard doit rester un regard critique, un regard comme pour avoir un certain recul par rapport aux informations. Mais cette quête d'information est extrêmement importante. Donc, première chose, j'ai évidemment aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit comme dans cette présentation au niveau des logiciels ou autres. Et puis, comme disait Laure, ce n'est pas une consultation médicale, évidemment, dans ce sens-là. La suivante, c'est moi? Oui. Donc, la première chose qu'il faut rappeler, je vais planter le décor de manière plus théorique et puis France va vous donner vraiment l'aspect extrêmement concret, pratique pour que vous ayez des outils vraiment pour pouvoir utiliser tout ce champ d'information. Donc, la première chose, ça répond à un besoin. Ce besoin d'information est vraiment extrêmement important puisqu'il va correspondre à votre besoin quand c'est vous le patient ou quelqu'un de la famille d'une prise en charge qui soit la plus globale possible, la plus intégrée possible et surtout la plus personnalisée possible. Vous le savez bien, l'histoire d'un patient ou d'une patiente avec un cancer, c'est une histoire qui, oui, peut ressembler à celle du voisin, de la voisine, de la cousine, mais qui est chaque fois très particulier. Donc, le besoin d'information est très important. On sait aussi que plus de la moitié des patients ont recours à des méthodes dites non conventionnelles. Et on a fait un webinaire sur ce sujet-là, d'ailleurs, dans la même idée d'avoir ce regard critique, de savoir, oui, les gens ont besoin d'avoir ces informations, mais comment aller les chercher? Bien sûr qu'on cherche, on essaie de rechercher le sens et la vérité avec un V majuscule, qui voudrait répondre à cette question, pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis confronté à cette maladie, à ce cancer-là? Donc, on a besoin de répondre à plusieurs questions. Et en fait, en gros, deux parties très importantes. La question liée au traitement de la tumeur, de la maladie elle-même, et évidemment, la question de la prise en charge ou du traitement de la personne. C'est qui est deux aspects complémentaires, tout aussi importants. Alors, il n'y a pas de doute que l'or du XXIe siècle, ça n'est plus le pétrole, certainement pas. C'est plus l'or noir, c'est ce qu'on appelle les big data. C'est vraiment les données numériques. Nos vies sont complètement numériques, beaucoup plus que vous le croyez encore. Donc, les technologies numériques, que ce soit l'intelligence artificielle ou autre, on en reparlera, sont et seront de plus en plus présentes dans la santé. C'est tout à fait clair, il n'y a aucun doute. Mais l'IA, qu'on voit partout, dans tous les journaux, partout, n'est en aucun cas magique.
c'est basé sur ce qu'on appelle des algorithmes mathématiques, des formules mathématiques très complexes et des modèles de données. Donc, on a des données et que l'ordinateur va traiter très, très rapidement pour en tirer quelque chose. Donc, l'IA est un outil créé par les hommes pour automatiser des tâches et pour aider à la prise de décision en se basant sur ces données. Donc, ça, c'est extrêmement important. Les données que nous avons, si elles sont de qualité, l'outil va les utiliser et va pouvoir en sortir des choses de qualité. Si nos données à la base ne sont pas bonnes, ce qui en sortira ne sera pas bon. C'est un des grands principes qu'on voit dans le domaine où on parle de garbage in, garbage out. Tout ce qui est des ordures qui entrent va donner des ordures qui sortent de la machine. Et ça, c'est un défi extrêmement important. Donc, l'importance, c'est de comprendre que cette automatisation peut nous aider dans la gestion de la complexité. Et le cancer est une maladie très complexe. Donc, c'est pour ça que c'est une partie extrêmement intéressante pour cet aspect-là, autant dans la recherche d'informations que dans l'utilisation de la lecture. Maintenant, qui détient les données numériques? Eh bien, oui, une partie, votre dossier de santé du Québec, carnet de santé, vous, etc. Mais croyez-le bien, les grandes données sont contenues par ce qu'on appelle les GAFAM, comme vous pouvez voir, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, et j'en passe et d'autres, qui contiennent ces données-là. Lorsque vous commandez quelque chose, lorsque vous avez vos médicaments sur les logiciels des pharma, tout ça fait partie de ces données-là. Suivante. Alors, la première chose qu'on voudrait savoir, et souvent de répondre, c'est d'évaluer les traitements. C'est la question numéro 1. Est-ce que le traitement que je reçois, c'est le bon? Est-ce qu'il est efficace, etc. Donc, on doit quand même se baser concernant les fameuses données sur des études scientifiques. C'est la recherche qui nous donne ces données de qualité. On peut avoir plein de données. Oui, ma cousine, ça a bien fonctionné, son traitement. Ça, c'est une donnée, c'est vrai, mais sa qualité est très réduite. Alors que si on a une étude avec 150 patients qui ont, etc., on va avoir une meilleure qualité. Et c'est pour observer des principes. C'est des principes qui doivent être toujours en tête. C'est ce qui est de la collaboration de tous les éléments qui travaillent autour de vous. Est-ce que c'est le seul traitement efficace? Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a une certaine transparence dans les données qu'on reçoit? Les formules secrètes, il faut toujours s'en méfier. On sait que c'est quelque chose qui est rarement la vérité. Bien sûr, la réalité financière qui va être extrêmement importante, tout ce qu'on doit payer, tout ce qu'on a doit à un certain prix. Et dites-vous bien que si c'est gratuit, c'est vous qui êtes vendu à travers les systèmes comme Google et autres. Le principe de bienfaisance, pour être sûr que c'est pour notre bien, vraiment notre bien, et du libre arbitre, c'est-à-dire votre choix, mon choix, que ce soit de l'arrêt de traitement, poursuite de traitement, changement de traitement. Donc tout ça répond à ce besoin d'information. Suivante. Donc la recherche sur Internet, évidemment, beaucoup d'avantages et quelques inconvénients. D'abord, les avantages, c'est une source de données pratiquement illimitée maintenant, d'accès illimité en tout temps, jour et nuit. Ça peut avoir de très grandes utilités et en particulier, simplement, concrètement, de se préparer au rendez-vous avec votre médecin. On le sait très bien, les médecins ont relativement peu de temps. Il y a beaucoup de patients, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de listes d'attente. Donc, on veut être prêt, que ce soit pour l'infirmière pivot ou le médecin. Et le médecin va se préparer. Il va regarder votre dossier, il va regarder vos données, il va regarder tout ça. Et on peut imaginer que vous fassiez exactement la même chose pour vous préparer, pour que les questions que vous ayez à poser soient préparées. Et ça va être vraiment très favorable pour les échanges, la collaboration et tout ce qu'on vient de voir avant. La deuxième chose, c'est mieux comprendre votre maladie. C'est une maladie complexe et c'est pas facile à comprendre ni à expliquer. Et ça, c'est très, très important pour que vous puissiez participer à la prise en charge comme partenaire, comme patient partenaire. Appréhender évidemment aussi les attentes des professionnels de la santé qui ont certaines attentes et des fois, le dialogue n'est pas toujours facile et ça permet de mieux comprendre.
Mais c'est clair que parfois, lorsque vous arrivez avec des questions très pointues, ben, les réactions des soignants, médecins, peut être parfois assez inattendues de dire pourquoi vous me posez telle question? Ben, écoutez, voilà, j'ai vu telle chose ou telle chose. Et certains peuvent des fois réagir de manière assez étonnante. Et puis, il faut savoir que la surinformation, l'inondation d'informations peut avoir aussi des effets négatifs. Et comme le disent certaines associations, la modération a bien meilleur goût. Et c'est là où on peut être au bénéfice d'une diète médiatique, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qu'on veut prendre dans cet ensemble, dans ce volume gigantesque. Des fois, ce n'est pas facile à savoir. On l'a très bien vu avec la COVID. On a été noyés, mais littéralement noyés. Et là, je parle de nous, professionnels, noyés d'informations, à ne plus savoir exactement comment faire. Suivant. Donc, il y a des balises qui ont été faites sur Internet qu'il faut connaître peut-être, ou en tout cas comprendre pour pouvoir faire ces choix dont va vous parler France par la suite. Donc, il y a des codes de conduite. L'Internet, c'est un lieu sans précédent, comme on l'a dit, d'expression libre, sans frontières, mais extrêmement volatile. Vous trouvez quelque chose un jour, vous ne le trouvez plus le lendemain. Le problème n'est plus du tout de trouver de l'information, mais d'en évaluer la fiabilité, la pertinence et l'exactitude. C'est vraiment la recherche de vérité. C'est où est la vérité? C'est ça la difficulté, c'est pas de trouver des informations. Les réseaux sociaux sont intervenus par la suite, après, se sont greffés là-dessus, et ça complexifie encore les données parce qu'il y a moins de cadres, moins de systèmes. Et ces systèmes existent, il existe des chartes, des labels ou des standards qui existent pour les sites Internet liés à la santé. Un des plus connus qui malheureusement s'est arrêté s'appelle HealthOnNet, HON. Vous trouvez des fois ce label, mais il y en a d'autres, j'en ai mis quelques-uns là sur la diapositive, qui peuvent aider à ceux qui créent les sites Internet liés à la santé d'avoir un cadre, et c'est ce dont on va traverser à travers ces principes qui sont les mêmes à peu près, je dirais, pour tous ces balises pour faire des sites Internet de qualité. Alors, quelle est la valeur de ces labels? Pour l'instant, ce n'est pas si facile à faire le tri des choses, mais on va traverser ces 8 principes et ça va vous faire comprendre que lorsque vous regardez un site Internet, de vous poser ces 8 questions, en guillemets, qui permettent de se dire, est-ce que ce site Internet dédié à ma maladie, à la santé ou pas, remplit ces conditions-là? Suivante. Les 2 premiers principes, eh bien, c'est un principe dit d'autorité. Tout avis médical fourni sur un site sera donné uniquement par du personnel spécialisé, diplômé, des infirmières, des médecins, du personnel qualifié, à moins qu'il y ait une déclaration qui soit explicite d'organisation non médicale. Là, il faut clairement que ce soit écrit qui donne tel conseil. Ensuite, il y a le principe de complémentarité. L'information qui est diffusée sur le site Internet que vous consultez est destinée à encourager, non à remplacer. Ça, c'est valable pour absolument beaucoup de choses en médecine, les thérapies complémentaires, comme on en avait parlé dans le dernier webinaire, et c'est vraiment pour compléter, pour aider les relations avec votre soignant, avec votre médecin, avec votre infirmière, dans cette idée-là, pas pour le remplacer. C'est pas ça le but d'un site Internet, ne doit pas être de ce calibre-là. Suivante. Le troisième, c'est la confidentialité. Lorsqu'on se met derrière un écran comme nous le sommes maintenant, croyez pas que vous êtes protégé par votre écran. Vous avez un numéro d'adresse, un numéro IP, comme on dit, etc. On peut être retrouvé. Les gens croient qu'ils sont protégés sur un pseudo, ce n'est pas le cas. Donc, les informations que vous allez donner, les informations personnelles ou que vous allez laisser dans un site médical, l'identité, etc., doivent être confidentielles. Et là, par exemple, il y a un problème de localisation des serveurs. Les serveurs, c'est là où les données viennent, c'est des gros ordinateurs qui sont à quelque part. Si votre serveur, le site du serveur de lequel vous allez est à l'étranger, on va dire ça comme ça, on ne va pas citer de pays, on ne peut pas vous garantir en aucune façon, les lois canadiennes ne s'appliqueront pas. C'est pour ça que les sites Internet de santé, certains, devraient spécifier où sont les serveurs. Est-ce qu'ils sont à Montréal? Il y en a plein. Au Canada, on est très, très bien pourvu de ce genre de choses. Et donc, il y a une certaine
sécurité, de confidentialité qui est garantie par la loi canadienne. Je vous dirais que les serveurs, normalement, dans des pays habituellement qui sont rigoureux, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, le quatrième principe, c'est l'attribution. Donc, d'où viennent les données? D'où viennent ces données? Est-ce que ça vient d'expériences personnelles, de témoignages? Est-ce que ça vient d'études? Si c'est des études, on aimerait avoir les liens pour ça. D'où ça vient? De quelle est la source? Et on devrait pouvoir avoir le lien sur lequel on clique et qui nous fait rebondir sur cet endroit-là. Si on n'a pas de source, pas de lien, on ne sait pas d'où ça vient, c'est un site dont il faut se méfier. C'est très clair. Suivante. La justification. Ça, c'est quelque chose d'important parce que toute affirmation qui va parler d'une performance pour un traitement donné, un produit, un service ou n'importe quoi, doit avoir des preuves. Je dois avoir des preuves. C'est bien beau de me dire que le traitement que je vous propose à 500 $ sur mon site Internet est excellent, il fonctionne très bien, merci, mais je dois avoir des preuves. Ces preuves-là, elles sont évidemment pondérées par le principe 4 qui était de se justifier, c'est-à-dire que je devrais pouvoir dire oui, je peux vous le prouver parce que telle étude a montré que telle et telle chose. Donc, ces informations-là doivent être validées. Il doit y avoir une justification, pas simplement de dire ah, si vous saviez ce que c'est beau, est-ce que c'est bon ce que je vous donne là? Surtout s'il y a de l'argent en jeu. La transparence, évidemment, les créateurs du site, on doit savoir qui c'est. On doit savoir qui c'est. Alors, évidemment, vous me direz, oui, mais on peut écrire n'importe quoi. Et effectivement, il y a toujours un certain risque. Il existe, mais au moins, il doit y avoir un nom. On doit pouvoir les contacter. On doit avoir une adresse. On devrait pouvoir avoir un contact et quelqu'un qui nous répond, qui dit, voilà, effectivement, vous m'avez contacté, etc. Et non pas un répondeur automatisé simple d'un système, d'un logiciel qui vous répond. Donc ça, c'est important. Encore une fois, surtout s'il y a de l'argent en jeu, s'il y a des conseils importants ou s'il y a des traitements. Et les deux derniers, la transparence des commanditaires. L'argent est un enjeu phénoménal. L'argent se fait sur Internet maintenant. On sait très, très bien. Les millions, les milliards basculent à gauche, à droite. Et vraiment, le support d'un site Internet doit être identifié. Qui paye? C'est pas donné faire un site Internet, c'est pas donné. Donc, qui paye? Il faut savoir qui l'entretient, qui va gérer ça, qui fournit l'argent commercial ou non commercial, qui contribue au financement, au service et au matériel du site Internet. Ça devrait être expliqué en toutes lettres sur tous les sites Internet de qualité. Et finalement, et bien sûr, la politique publicitaire éditoriale. Est-ce que lorsque vous vous branchez votre ordinateur envoie ce qu'on appelle un cookie, c'est-à-dire un petit biscuit qui va rester croché à quelque part et vous verrez bizarrement apparaître sur Google toute une série de choses quand vous vous intéressez à votre jardin. Vous cherchez une tondeuse à gazon, vous êtes sûr que dans les 15 prochains jours, vous avez plein de publicités pour les tondeuses à gazon. C'est pas pour rien, c'est que simplement un lien s'est fait. C'est pas illégal, c'est que simplement on veut le savoir, surtout pour un site Internet de la santé. Est-ce qu'il y a des cookies et quelle est la politique pour ces cookies de ce côté-là? Voilà les 8 principes. Et ce n'est pas les principes, ce n'est pas les miens, c'est des principes qui sont partagés par beaucoup d'associations. Et on aimerait avoir un label mondial qui puisse être appliqué partout. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Et c'est ça qui rend la chose beaucoup plus difficile. Suivante. Donc, je vais passer la parole à France pour partir sur la partie très pratique et puis après, on pourra discuter de sujets ou d'autres que vous aimeriez partager avec nous. France, je vous laisse la parole. Alors, merci, Dr. Sautier, et bonsoir à tous. Alors, je vais faire un peu de pouce, si vous voulez bien, sur cette excellente présentation que Dr. Sautier vient de nous offrir. Je vous propose, moi, dans un premier temps, d'explorer les premiers motifs de consultation médicale chez le docteur Google. Ensuite, on va passer sur quelques règles de conduite à privilégier au cours de ces consultations-là. Et puis, en terminant, on va aborder la
difficile discernement entre ce qui a trait aux faits et à l'information que nous offre Dr. Google et à l'opinion. Donc, il y a quelques années déjà, Statistique Canada avait sondé les Canadiens pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchaient en matière de santé sur le web. Alors, sans grande surprise, on a répondu que les gens cherchaient de l'information pour eux-mêmes ou pour un proche. Et ce qu'ils cherchaient, c'était de l'information détaillée sur les maladies en particulier, pour en savoir davantage sur des recherches, sur des diagnostics, les possibilités de traiter des maladies précises. On a aussi dit qu'on y consultait des outils du web. Vous savez, ce genre d'outils qui permet d'associer des symptômes à des maladies ou des affections particulières. On cherchait de l'information sur les habitudes de vie, la nutrition, l'activité physique, les thérapies complémentaires. On cherchait et on trouvait des statistiques relatives à une maladie en particulier, à son traitement, au pronostic, à la survie. On cherche un service, transport, aide financière, maintien à domicile. Un même sondage effectué il y a quelques années chez les Européens ajoutait que les gens souhaitaient lire des témoignages ou encore être en contact avec d'autres patients souffrant de la même maladie ou des mêmes symptômes qu'eux. J'ajouterais une observation maison qui relève davantage du pifomètre que du sondage. On a cru remarquer dans les dernières années, surtout depuis la pandémie, qu'on cherche également énormément d'informations en lien sur le système de santé et son fonctionnement. Il n'y a qu'à penser à la prise de rendez-vous, à chercher un endroit où il est possible de recevoir certains soins, aux politiques relatives aux directives de la santé publique. Bon, enfin, pensez à cette recherche frénétique qu'on faisait pour trouver un site où on pouvait recevoir un premier vaccin contre le COVID. Vous aurez compris qu'on a pris l'habitude rapidement de faire ce type de recherche-là pour de l'information sur le système de santé. En général, les gens vont faire ces recherches pour être en mesure de poser des questions précises à leur médecin, comme l'a dit Dr. Sautier tout à l'heure, ou encore pour mieux comprendre en sortant de rendez-vous chez le médecin. Cette information-là, elle est importante, elle est bénéfique. Elle contribue à améliorer la qualité des rencontres avec l'équipe de soins, mais aussi à optimiser une rencontre chez le médecin. On n'a pas toujours beaucoup de temps, c'est bien d'arriver préparé. On cherche également sur le web, pour se rassurer, pour tenter de comprendre ou d'anticiper ce qu'il convient de faire, et puis pour mieux prendre soin de sa santé ou de celle d'un proche. À cet effet, je vous dirais que l'équipe du service InfoCancer peut vraiment vous aider, surtout quand il est question de préparer les rendez-vous avec les médecins et les équipes de soins. Les infirmières chez nous ont l'habitude de le faire. Elles vont vous aider à planifier vos questions, les mettre dans le bon ordre, ne pas répéter la même question 2 fois sans s'en rendre compte. Donc, pour que ce soit un rendez-vous qui soit vraiment optimisé avec votre médecin et votre équipe de soins. Le grand défi à relever dans l'exploration de cette masse d'informations que vous allez trouver, c'est de repérer la bonne information au bon moment. Et ça, c'est pas toujours évident. Et ici, je me permets de faire une parenthèse importante. Il est important, quand vous faites des recherches sur la santé, sur le cancer, sur les symptômes, il est important de demeurer conscient de la vulnérabilité émotive qui est liée à ce type de recherche. Surtout quand on est dans l'attente d'un résultat d'examen médical ou d'un diagnostic. On ne fait pas cette recherche-là avec le même état d'esprit que si on souhaite acheter une voiture. Attention aussi aux bonnes intentions des proches. Souvent, les proches ont tendance à se tirer dans les recherches, ramasser tout ce qu'ils peuvent trouver pour pouvoir le donner à leur ami, à leur père, à leur mère. Regarde toute l'information qu'on a trouvée, ce que tu devrais faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc.
c'est très anxiogène. Il faut être prudent. Certains patients ne sont pas prêts à recevoir ce type d'information ou encore ne veulent tout simplement pas en recevoir d'informations. C'est possible et c'est correct. Chaque chose en son temps. Donc, en résumé, on va chercher sur le web, sans grande surprise, pour identifier des maladies, comprendre des symptômes, avoir de l'information sur des thérapies complémentaires, sur le système de soins de santé, sur les médicaments. La prochaine. Maintenant, comment on cherche cette information? Comment on fait pour évaluer un site web? Bien, apprenez un petit truc en arrivant sur un site web, recherchez et repérez la section « À propos » ou « About Us » si vous cherchez en anglais. « À propos » se retrouve habituellement sur la page d'accueil d'un site web. Parfois dans le menu en haut de la page, parfois tout en bas, mais habituellement, si c'est un site web qui est fiable, vous allez retrouver la présentation de l'endroit, donc à propos. Cette zone devrait répondre à plusieurs questions. Qui, quoi, où, pourquoi et quand. Qui? Eh bien, qui est l'auteur qui gère ce site web? Est-ce que c'est un individu, un gouvernement, un organisme sans but lucratif, une association de patients? Pour qui les auteurs travaillent-ils? Est-ce qu'ils travaillent pour des institutions reconnues? On privilégie les organismes tels que les organismes de santé, les hôpitaux, les organismes gouvernementaux, M3S, Santé Canada. Ces organismes sont habituellement fiables et vous allez facilement repérer le « à propos ». La fin de l'adresse web peut également vous fournir des indices. Le .gouv vous indique que vous êtes sur un site gouvernemental. Le .edu sur un site d'institution académique. Le pays où est hébergé le site peut souvent être identifié également comme .ca pour Canada, à la fin .f pour France. Les .org et .com ne sont pas nécessairement des sites fiables. Et les S à la fin du HTTPS indiquent un site qui est sécurisé. Maintenant, on devrait également pouvoir trouver la réponse à la question « Quoi ?» Quelle information est présentée? Elle devrait être basée sur des faits vérifiables, des données probantes, issues de la recherche ou de la formation et de l'expérience professionnelle. La distinction d'emblée là, la distinction est clairement faite entre les opinions et les informations sur un site web dans sa zone à propos. Et je reviendrai un peu plus tard dans ma présentation sur ce point. Il peut être intéressant de comparer les informations en consultant plusieurs sites web. D'où provient l'information? Est-ce que ce sont des recherches médicales approuvées par un organisme lié à la santé? Ça, c'est fiable, hein? On devrait pouvoir retrouver les informations liées au processus d'édition, c'est-à-dire de quelle façon les concepteurs de ce site web ont choisi ce qu'ils diffusent et quand, grâce à quoi, en indiquant les sources consultées et les révisions de ces sources. Pourquoi? Ben, pour quel public? Dans quel objectif? Est-ce que c'est de l'information destinée aux professionnels de la santé, au grand public, aux patients? Souvent, il y a un petit onglet dédié sur le site web qui indiquera à qui s'adresse particulièrement l'information qui s'y trouve. Est-ce que ce site est financé par un commerce pour vendre un produit, un service, un traitement? Finalement, à quand remonte la dernière mise à jour du site? On va retrouver cette information
sur souvent la page d'accueil, qui sera la date de mise à jour du site web dans sa globalité, ou encore par rubrique. Hein, au fur et à mesure qu'on ajoute des éléments, on vient dater ces rubriques-là. Donc, quand on répond à toutes ces questions facilement, c'est qu'on a une bonne zone à propos. Très facile à repérer et très pratique à consulter. Prudence, alors attention, hein, sur un site web qui ne mentionne pas clairement les responsables du site, qui n'offre pas la possibilité non plus de les contacter. Attention si on fait la promotion d'un traitement miraculeux. Attention également si le « tout le monde devrait » revient fréquemment dans les textes. On est prudent hein, si une information est basée seulement sur une étude, ou encore dans l'absence de référence ou l'absence d'information quant à la politique d'édition du site, ben, on a une méfiance. Quand on trouve la recommandation d'un médicament publicité et vendu sur le site, là aussi, on peut avoir une petite irritation. Surtout, danger, lumière rouge, si on vous sollicite afin d'obtenir des données personnelles. Bref, ne pas se fier aux apparences et en cas de doute, cherchez ce qui est dit à propos de ce site ou à propos de ses auteurs par d'autres instances. Par exemple, Wikipédia est quand même fiable hein, pour ce type de validation. Laure va vous transmettre, après la présentation, une brève liste des sites sûrs. Là. Mais dans un cas comme dans l'autre, n'hésitez jamais à communiquer avec les intervenants du service InfoCancer. Là. On va pouvoir vous guider dans vos recherches et vous orienter vers des sites web qui sont sûrs et pertinents pour l'information que vous recherchez. Suivant. Donc, suivante là, je m'excuse. Voilà. Les réseaux sociaux. Alors, donc, les réseaux sociaux, je ne pouvais pas passer à côté. C'est impossible de ne pas les mentionner. Les réseaux sociaux sont vraiment là pour partager, c'est bien, pour partager. Pour informer, attention, si on souhaite aller plus loin qu'un simple partage d'expérience en consultant les réseaux sociaux et en y participant, il faut être très, très conscient et puis protéger de la désinformation. Hein. Avant tout, il faut apprendre à distinguer une information ou un fait d'une opinion. Alors, pour faire ça, ben, il y a 3 éléments assez faciles à retenir et à identifier. Quel est le type de contenu? Est-ce qu'il est véritable ou pas? Et quel est le ton? Le type de contenu, ben, en fait, on va surtout le retrouver dans des reportages, une enquête journalistique, des articles de vulgarisation scientifique présentés par les médias traditionnels et évidemment leur extension web. Ceux-ci rapportent généralement là, des informations vérifiables et une opinion y est identifiée clairement en tant que telle. Hein. Les mots-clés qu'on peut retenir en lien avec le type de contenu, quand il s'agit d'un fait, on parle de reportage, de vulgarisation scientifique, d'enquête. Dans le cas d'une opinion, mais on va le retrouver davantage dans une chronique, un éditorial, une lettre ouverte, le vidéo YouTube de l'influenceur populaire. Ces contenus sont généralement de l'ordre des opinions et les sources sont pas souvent citées ou difficiles à vérifier. Des mots-clés: YouTuber, influenceur, éditorial, blog. Vérifiable
ou pas. Alors, un fait, ben, il est vérifiable, il est vrai, hein, on peut vérifier, on peut, c'est prouvé, hein, c'est comme un nom, une date, une donnée contenue dans une étude. On peut retenir à cet effet des mots comme statistique, données d'une étude, nom d'un expert, une date. L'opinion, ben, il ne peut pas être vérifié, il peut être controversé, mais ça peut pas être faux. Hein? L'opinion ne peut pas être fausse puisqu'elle appartient à l'auteur. L'opinion, c'est la lecture, hein, la lecture ou l'interprétation que quelqu'un fait des faits. Les mots-clés, selon moi, à mon avis, je pense que, et le gros bon sens. Quel ton? Alors, un fait sera donné sous un ton neutre, descriptif et sans émotion. L'auteur ne s'inclut pas dans le texte. Hein? Alors, on peut retenir qu'ils observent, ils confirment, ils rapportent, ils estiment. L'opinion, quant à lui, c'est émotif, c'est subjectif. On croit, on suggère, on menace, on s'exclame. C'est le je, me, moi, meilleur, mieux, extraordinaire, devrait, préférable. Deux petits exemples qui vont vous permettre de faire une bonne distinction entre le fait et l'opinion. Ben, si on dit aujourd'hui, le ciel est couvert avec quelques percées de soleil. C'est un fait. On regarde dehors, on peut effectivement valider qu'il fait beau avec quelques percées de soleil. Par contre, si on dit, ben moi, aujourd'hui, je trouve qu'il ne fait pas vraiment très beau, ben, c'est de l'ordre de l'opinion. Ou encore, si ta mère a eu un cancer du sein, je crois que c'est pas mal certain que toi aussi, tu vas en avoir un. Clairement, une opinion. Par contre, environ 5 à 10 % des cancers du sein sont attribuables à une mutation génétique héréditaire. Ben, c'est un fait. En bref, attention aux nouvelles trop sensationnelles qui émanent de sources d'informations qu'on ne peut pas vérifier. Lire l'article au complet, hein, pas juste le titre, hein, l'article au complet et être à l'affût des fautes d'un texte qui est mal écrit, qui est flou, où personne n'est cité, ou une information qui n'est pas datée, un texte qui n'est pas signé. Qui, quoi et où devrait être facile à identifier. Toujours vérifier si on peut remonter jusqu'à la source. Et se méfier de ces forums qui ont la capacité de profiter de la vulnérabilité et de l'émotion des gens, surtout quand il est question de santé. Il faut admettre que la tendance actuelle dans les différents médias fait en sorte que le commentaire et l'éditorial de fait est aussi important que le fait lui-même. Alors, il devient parfois très difficile de faire la distinction entre l'opinion et le fait. Il faut être prudent, il faut être à l'affût, il faut être attentif. Quelle que soit la source que vous consultez, le regard critique est toujours de mise. Et avoir un regard critique, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas confiance à la source consultée. Prochaine. Oui. Alors, pour conclure, quelques trucs et astuces. Gardez un esprit de recherche quand on se lance là, dans une consultation de Dr. Google. Hein. Gardez l'esprit de recherche. Faire la distinction pour soi entre je cherche de l'information et je veux valider ce que je crois être vrai. Ça va donner un éclairage différent à l'information que vous recevez. La plupart des gens
se souviennent pas des sites qu'ils ont visités. Alors, un petit truc, c'est d'ouvrir une page courriel afin d'y copier-coller les hyperliens intéressants que vous allez retrouver. Ça vous permettra de resélectionner, de garder un historique de recherche. Ça évite l'éparpillement et ça permet de consulter calmement les informations recueillies. Essayez plusieurs termes synonymes dans la recherche. Sélectionnez des dates de publication. À cet effet, il y a un outil très pratique juste sous la zone de recherche Google qui vous permet de sélectionner des dates, la date d'édition de l'information. Ça vous donne un meilleur contrôle chronologique du résultat. Considérez les 5 premières pages de réponse à la recherche. Au-delà de 5 pages, le résultat est pas mal dilué. Au contraire, si votre résultat vous semble trop maigre, essayez d'autres termes de recherche ou vérifiez attentivement l'orthographe des mots recherchés. Se former au discernement. Grâce à des émissions comme le décrypteur, le pharmacien, l'émission découverte, en consultant des textes du détecteur de rumeurs ou de Québec Science. Il est important de développer un sens critique et du discernement face à ce qui est diffusé. Et ça vaut pour tout ce que vous consulterez chez Dr Google, mais chez Google Monsieur Finance, ou chez Google, monsieur quel qu'il soit. En terminant, je me permets de citer Isabelle Soucy, une psychologue québécoise qui vient tout juste de publier un ouvrage En attendant le psy. Elle y dit, en somme, consultez le docteur Google avec parcimonie et en conservant un esprit critique. Il peut très bien vous propulser en direction de pistes valables, mais avant de vous emballer, considérez l'ensemble des possibilités en incluant l'éventualité que ce symptôme incommodant qui mobilise votre attention soit passager. Donc, en tout temps, bien sûr, n'hésitez pas à consulter les intervenants du service InfoCancer. Elles sauront vous guider dans vos recherches et pourront, en cas de doute, vous aider à valider les informations recueillies chez Dr Google. Alors, espérant que ces quelques propos vous aideront dans vos recherches et vos consultations de Dr Google. Excellent, merci énormément France et Dr Soucy pour vos présentations. Je vais terminer rapidement pour vous rappeler pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de nos programmes et services. Alors France, on a parlé tantôt, on a effectivement des services d'information avec la ligne InfoCancer. Vous voyez la pastille à l'écran. C'est un numéro gratuit, c'est confidentiel et à travers ce numéro, vous avez accès à des infirmières spécialisées en oncologie, évidemment des documentalistes dont France fait partie. On a aussi des nutritionnistes, des psychologues, une travailleuse sociale. Alors, n'hésitez pas à appeler ce numéro. Puis, on a énormément d'informations concernant le cancer de manière générale et on pourra vous aider à trouver la bonne information et, le cas échéant, vous faire du référencement. Nous proposons aussi des programmes de bien-être physique. Alors, on va proposer de la massothérapie. C'est 25 $ pour 1 heure pour une personne qui est en traitement. La personne peut avoir le droit jusqu'à 6 massages. On propose aussi de la kinésiologie. C'est une forme de gymnastique douce pour les personnes qui souhaitent avoir plus d'énergie et favoriser le sommeil, par exemple. Ça peut être une très bonne chose. On a du soutien psychologique avec le jumelage téléphonique.
Alors là, vous appelez la ligne InfoCancer et vous pouvez être jumelé à une personne qui est passée par les mêmes épreuves que vous. On propose aussi de l'art-thérapie. L'art-thérapie, heureusement, on n'a pas besoin d'avoir un talent artistique pour pouvoir peindre ou dessiner. Alors, vous rencontrez notre art-thérapeute. Alors, ça peut se faire soit en présentiel ou en virtuel. Et vous allez créer avec elle. Il y a toute une partie où vous allez pouvoir découvrir de différents médiums pour créer. Et évidemment, il y a une partie thérapeutique associée à cela. Nos centres d'hébergement, on est maintenant présent dans 6 régions partout au Québec. Alors, on est à Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Lévis. Alors, pour quelqu'un qui est en traitement pour un cancer, c'est 30 $ la nuit avec 3 repas inclus. Alors, ça peut être aussi pour un suivi, pour un rendez-vous médical ou ça peut être évidemment lors de la période d'investigation et les proches sont les bienvenus. Nous offrons aussi de l'aide financière et juridique, aide financière avec le programme d'aide à la vie quotidienne. Vous pouvez aller sur notre site internet et consulter la grille des critères pour voir si vous seriez éligible. Et l'aide juridique, nous sommes partenaires avec Juripop et nous offrons des conseils juridiques gratuits avec Juripop pour les personnes qui sont en précarité financière. Nous avons le soutien aux 15-39 ans, donc c'est le programme Afélix. C'est sur un autre portail où là, évidemment, on veut s'adresser aux plus jeunes avec des dossiers thématiques plus ciblés sur cette tranche d'âge. Donc là, on va plus parler de fertilité, de sexualité et même pas de retour nécessairement au travail, mais de retour aux études. Donc, c'est vraiment un portail intéressant. Et nous avons le répertoire des ressources en ligne. On a colligé depuis des années et d'ailleurs, notre collègue France a aidé évidemment à monter ce projet. On a colligé des milliers et des milliers d'entrées d'organismes, de personnes qui sont dédiées à la cause du cancer. Donc, pour l'instant, on a plus de 2200 ressources. Vous allez sur notre site internet et vous allez pouvoir chercher l'information. C'est aussi séparé en 9 catégories. Ça va de près de prothèses capillaires au transport et accompagnement, aide, soutien. Donc, on a vraiment de beaux projets et de beaux programmes à la Fondation. Encore une fois, si vous souhaitez nous rejoindre, vous appelez la ligne InfoCancer au 1-800-363-0063. Notre site internet cancerquebec.com. Notre prochain webinaire aura lieu le 20 juin à midi et portera sur la thématique de mourir à domicile ou ailleurs pour les soins en fin de vie. Et nous allons maintenant passer à la période des questions-réponses. Voilà, on y arrive. Alors, moi, j'aimerais commencer, comme je vois qu'il n'y a pas eu de questions présentement. Je lance un petit peu ça pour Dr Sautier et France. Est-ce qu'on pourrait parler un peu plus de chat GPT parce que c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment, donc avec toute la partie médicale associée à ces nouvelles technologies. Quel est votre point de vue sur les groupes de soutien qui sont créés sur Facebook et vous, Dr Sautier, comment vous réagissez quand un patient vient vous voir avec des recherches justement qu'il a faites sur Internet? Alors, il faut différencier justement les recherches sur Internet. France l'a très bien dit concernant les sources. Les sources sont extrêmement importantes. Lorsqu'un patient vient avec des sources où on voit que c'est la Société canadienne, que c'est l'Association américaine de tel cancer, etc., il n'y a pas beaucoup de doutes et on peut nous expliquer des différences qu'il y aurait en particulier entre le système américain et le système canadien, certains médicaments qui ne sont pas remboursés, etc. ChatGPT, on n'y échappe évidemment pas maintenant. Je crois que le problème est c'est parmi tous les outils dont on vient de parler, parce que ça reste des outils, il faut apprendre à s'en servir. Excusez-moi, docteur, votre micro est éteint. Oh, pardon, excusez-moi. Donc, je disais simplement que
oui, ça dépend de la source, de la provenance des informations. Quand l'information vient d'un site reconnu, site américain de, je ne sais pas, d'un cancer, site européen ou autre, notre travail n'est pas la remise en question de ce genre de choses-là, mais plutôt d'expliquer les différences qu'il y aurait. Les différences qu'il y aurait entre l'abord européen, l'abord américain, des médicaments qui sont disponibles dans certains pays et pas d'autres pays. Donc ça peut être une première chose. Concernant ChatGPT, c'est autre chose. Peu de monde comprennent, on comprend des fois avec difficulté ce que c'est qu'un site Internet ou même ce que ça peut, comment ça fonctionne. ChatGPT, c'est encore plus intéressant parce que c'est arrivé là de plein fouet en quelques mois et tout le monde peut jouer avec ça, entre guillemets. Sauf qu'il y a très peu de gens qui comprennent ce que c'est que ChatGPT. En fait, ChatGPT, c'est ce qu'on appelle un agent conversationnel. Vous savez, quand vous écrivez sur votre iPhone, votre message texte, il va vous donner des mots. Hein? Bonjour, ou à la fin, bonne journée, bonne, il va mettre journée directement derrière. En fait, ChatGPT, d'OpenAI, c'est une forme extrêmement évoluée de ça. C'est-à-dire qu'il va chercher dans des quantités de données gigantesques. En fait, c'est extrêmement important. Il va chercher dans les années qui précèdent, pas les toutes dernières années, hein, il faut savoir que ça s'arrête en 2021, dans les années qui précèdent, dans l'Internet, des morceaux de phrases qu'on peut mettre ensemble et qui sont logiques, qui ont une certaine logique. Sauf que c'est très poussé, ça va très très loin, mais ça n'est pas la vérité. ChatGPT n'a aucune notion de vérité. Il a une notion de compatibilité, de logique, de tas de choses. Donc ça fonctionne très bien pour des tas de choses. Mais lorsqu'il n'y a pas les données, lorsqu'il ne le sait pas, lorsque c'est quelque chose qui est très particulier, parce que la situation que vous lui présentez est très particulière, il va répondre au mieux de ce qu'il peut répondre, c'est-à-dire l'ordinateur va aller chercher les morceaux, va les mettre ensemble et vous le livrer. Il le livre tellement bien que ça a vraiment l'apparence de quelque chose de tout à fait humain. Vous avez vraiment l'impression que quelqu'un de l'autre côté est en train de taper et de vous répondre. En aucun cas, c'est pas du tout ça. Ce qui fait qu'on peut prendre à défaut assez facilement ChatGPT, je dis assez facilement. Ça l'était, ça devient de plus en plus difficile parce qu'il devient de plus en plus performant. Donc, la notion n'est pas de savoir si c'est pour ou contre, c'est de savoir quelles sont les limites. Les limites, elles sont très, très clairement lorsque la situation est très particulière. Lorsque vous lui posez des questions, comme quand vous posez la question à Hey Google ou à Alexa ou Dis Siri, lorsque la donnée est présente, il va vous la livrer immédiatement. Et ça, c'est assez phénoménal et c'est assez incroyable. Lorsque les données ne sont pas présentes, il va prendre ce qu'il a de mieux et le mettre ensemble. Il n'a aucune notion de vérité. Il n'a aucune notion si c'est vrai ou pas vrai. Ce n'est pas la question. Il faut bien savoir que vous n'avez pas quelqu'un en face qui va vérifier. Alors, ChatGPT est utile pour des professionnels, justement, pour voir comment il nous répond, comment il répond à certaines questions. Et c'est là où ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Il faut vraiment, vraiment, je crois, être méfiant sur un discours du style est-ce que tu crois que je vais aller bien avec tel traitement? C'est impossible pour lui de répondre parce qu'il n'a absolument pas toutes vos données et la mise ensemble, il va prendre quelque chose qui ressemble à ce que vous lui avez donné et il va mettre ça ensemble. Ça n'est pas la vérité, malheureusement. Par contre, si vous lui posez la question sur des faits historiques ou des choses comme ça et que si ces faits sont concordants, ça va fonctionner. En gros, si vous lui dites « la souris est mangée par le », il va répondre « chat ». C'est logique et c'est bien probable, c'est bien certain. Mais si la souris était mangée par le corbeau, c'est tout aussi vrai, mais pour lui, c'est beaucoup moins probable et il va vous donner ça. Là, je fais une vraie caricature. Il faut savoir que lui, il va avoir en temps réel, la dernière version de ChatGPT a en temps réel 25 000 mots
instantanément qu'il va mettre avec le mot suivant et il fait ça à la vitesse de la lumière. Donc, c'est phénoménal, il y a une fluidité. Vous pouvez lui dire quelque chose du style j'aimerais souhaiter l'anniversaire de ma femme en alexandrin en parlant de rose. Il va vous sortir une poésie en alexandrin. Magnifique. Et ça, c'est fantastique. Quand on vient dans la santé, lorsqu'on tout d'un coup, on veut avoir une notion plus personnelle, il faut faire beaucoup plus attention. Ça n'est pas un humain de l'autre côté, c'est un robot, c'est un ordinateur, c'est un robot, c'est tout. Il n'a pas d'état d'âme, il n'est ni méchant ni gentil, mais il n'a pas non plus, il ne détient ni la vérité, il n'a que des faits et il ne peut travailler qu'avec ça. Donc, je crois que c'est exactement la même chose, avec un peu plus peut-être de réticence dans le sens que c'est tellement récent, c'est tellement actuel qu'on n'a pratiquement aucun recul. Donc, on attend de voir un peu la validation. Le système de la santé s'y est impliqué beaucoup parce que c'est intéressant comme professionnel, je connais la réponse. Je la connais bien par l'expérience, par la science. C'est intéressant de voir ce qu'il me répond. Et quand il me répond des choses qui sont très valables, effectivement, là, c'est vraiment intéressant comme outil. On n'est pas encore à cette étape de validation, mais c'est sûr que dans les années à venir, ça va faire partie du paysage, c'est certain. Parfait, excellent. Ben, merci énormément, docteur, pour votre réponse. Je vois qu'on va manquer de temps. Est-ce que l'un d'entre vous, oui, je vois Madame Martel est-ce que vous pouvez écrire votre question dans le chat, s'il vous plaît? Peut-être que ce n'est pas possible. Ah voilà, c'est parfait, excellent. Puis après, on va pouvoir se quitter. Peut-être, docteur, si Madame Martel, ça prend un petit peu de temps. Comment vous réagissez, vous, quand un patient vous donne des recherches qu'il a faites sur Internet? Comment vous vous sentez par rapport à ça? C'est quoi votre impression? Alors écoutez, moi je pense que plus un patient est informé, mieux c'est. Simplement, j'essaye avec le plus de délicatesse possible justement d'évaluer la source. Ce qui arrive souvent, et ça c'est beaucoup plus difficile, c'est quelqu'un qui arrive avec un morceau de journal découpé et qui nous dit, voilà, docteur, il y a des chercheurs qui ont trouvé le remède contre le cancer. Et après, vous prenez l'article, puis vous regardez, dans un laboratoire, à quelque part, des essais ont été faits qui sont très intéressants sur des souris qui permettent de... L'information est vraie, il n'y a aucun doute. Le problème, c'est que, et on le comprend, nos patients cherchent des réponses et c'est absolument normal. Mais entre le laboratoire, sur la souris, et la mise en marché d'un médicament qui n'est pas nocif, qui a été testé, etc., c'est malheureusement des années et des années. Et les journalistes actuels, pas tous, mais les journalistes vont aller vers quelque chose qui sera le plus sensationnel possible. Là où ça me touche profondément, c'est que des fois, les patients n'arrivent pas à faire la différence parce qu'ils sont pris par l'émotion de tout ça et ont l'impression qu'on ne fait peut-être pas forcément, on ne leur donne pas toutes les possibilités actuelles. Malheureusement, les journalistes vont passer par-dessus un certain nombre d'étapes qui sont l'explication de c'est quoi la recherche. Et ça aussi ça pourrait faire l'objet alors aussi d'un webinaire clair. C'est quoi la recherche? C'est très important la recherche, mais les étapes sont bien codifiées. C'est certainement ça qu'il faut reconnaître. Mais non, c'est intéressant d'en parler. Au contraire, un patient informé, c'est un patient partenaire. C'est quelqu'un avec qui je travaille au vrai sens du terme. Vraiment, je travaille avec le patient. Puis la motivation du patient, évidemment qu'elle est importante. Donc, ça n'est que profitable. Ça n'est que profitable. Excellent. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, docteur Sautier, pour votre présentation. Merci énormément, France, pour ta présentation. J'espère que cela vous a plu. Je vais vous envoyer d'ici demain un courriel avec les informations sur les sites fiables.
que vous pourrez consulter avec un petit questionnaire à la fin. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on se dit bientôt pour un prochain webinaire.